voyez la qualité des intervenants aujourd'hui ici au Palais du Grand Large à Saint-Malo, avec des intervenants, encore une fois, de premier plan. Tenez, voilà, un petit peu d'eau aussi. Merci d'être avec nous. Vous venez d'arriver par le train, hein, d'ailleurs. Je suis arrivé par le train avec une ponctualité remarquable. Vous avez mis combien de temps? Un peu plus de 2 heures? Non, un peu plus. J'arrive de Paris. Là, vous me posez une colle. Je n'ai pas vu le temps passer. Non, puis c'était quasiment un train spécial avec tous les intervenants remarquables, hormis moi, qui étaient embarqués sur cette rame-là. Vous avez été élu, je le disais, le 6 juillet dernier à la tête du MEDEF en remplacement de Geoffroy Roux de Bézieux. Asseyez-vous, je vous en prie. On reste debout. Vous avez choisi ici, Saint-Malo, la Bretagne, pour l'un de vos premiers déplacements en région. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai été invité, mais je me réjouis de participer à ce forum qui, je le comprends bien, si je ne me trompe pas, pour sa 4e édition, continue à monter en puissance, mais surtout qui, à mes yeux, est l'expression parfaite de l'osmose qui doit se créer entre les acteurs publics, les acteurs privés. Et puis évidemment, je suis d'autant plus content d'être ici que le MEDEF Bretagne est un partenaire d'origine et un partenaire important de cette manifestation. Les déplacements en région, pour vous, c'est important? Vous allez faire toutes les régions au fur et à mesure? Et je n'aurais pas à me forcer. Bon, d'abord, moi, j'aime pas bien cette distinction parce qu'elle me paraît assez artificielle, mais je suis moi-même un provincial. De par mon parcours entrepreneurial, mon parcours militant au MEDEF, je me suis toujours intéressé au territoire, engagé dans les territoires. Vous avez commencé, il n'est pas très loin d'ici, hein? La Normandie, non, si je me... Non. L'origine de mon entreprise est en Rhône-Alpes, ça n'était pas encore Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je viens toujours ici avec beaucoup de plaisir. Et pour vous dire, et illustrer mon propos, hein, le premier déplacement que j'ai fait, le lendemain d'ailleurs de ma prise de fonction, le 17 juillet dernier, c'était en Bretagne. C'était auprès de Louis Le Duf, pour envoyer un message. Hein, je pense que chacun ici a suivi ce dossier, en quelque sorte, hein, de projet d'investissement du groupe Le Duf à Liffré, qui finalement n'aboutira pas, parce qu'un certain nombre d'oppositions sont manifestées, alors même que toutes les procédures avaient été respectées. Et le message que je voulais envoyer aux Bretons, mais plus généralement à tous nos concitoyens, c'est qu'il nous faut absolument trouver les bons compromis pour réindustrialiser notre pays, faire vivre nos territoires dans le respect de l'environnement. Donc je reviens ici au titre du MEDEF pour la 2e fois en un peu plus d'1 mois et demi, outre le fait que je suis venu il y a quelques jours encore, à titre personnel, à Saint-Malo. Très bien. C'est quoi les freins d'ailleurs? Vous nous dites avec le DUF, il y a eu des freins, c'était quoi? Ou en général sur l'économie française? Écoutez, ça renvoie à une préoccupation majeure sur laquelle j'ai beaucoup communiqué pendant ma campagne électorale et sur laquelle je continuerai, mais de manière beaucoup plus concrète, à m'exprimer dorénavant en tant que président du MEDEF. Je pense qu'on a tous un impératif à la fois de bonne compréhension, d'écoute, de partage avec toutes les parties prenantes, toutes les sensibilités, mais à la fin des fins, on a quand même un impératif de cohérence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a dorénavant, tardivement, mais quand même, une conscience quasiment unanime que notre pays a beaucoup souffert de sa désindustrialisation, que l'on a besoin d'une croissance économique sans laquelle on ne peut pas financer nos régimes sociaux, on ne peut pas financer les investissements colossaux qu'on va devoir engager, et avec beaucoup de détermination et de bonne foi. Vous avez vu un 100 milliards pour la SNCF, demandait Jean-Pierre Ferrand. Voilà, alors tout le monde veut de l'argent, mais avant de distribuer l'argent, il faut le générer. Et donc, on a besoin de croissance. Et en regard, et ce sont des gens, pour la plupart d'entre eux, respectables, on voit émerger une sensibilité décroissante. Et à un moment donné, il faut qu'on se mette autour de la table et que dans toute la mesure du possible, d'abord les entreprises fassent entendre leur voix parce qu'elles sont des actrices essentielles de la prospérité et de la réussite du pays, y compris à travers l'innovation pour la décarbonation. Et que donc on aboutisse à un accord pour dire
dire, voilà, on ne peut pas vouloir tout et le contraire de tout. On ne peut pas vouloir revitaliser nos territoires. On ne peut pas vouloir restaurer notre souveraineté, singulièrement notre souveraineté industrielle. On ne peut pas financer les nécessaires investissements dans l'innovation si, en regard, on ne se met pas d'accord pour dire, oui, il va falloir investir, il va falloir créer de l'emploi dans les territoires, résorber, c'est moins le cas en Bretagne, et tant mieux, la fracture territoriale là où elle existe. Donc voilà, mettre tout ça en cohérence dans un rapport de confiance avec les populations, avec les élus locaux, avec les élus nationaux, avec les ONG. Et voilà, ça c'est vraiment, je crois, un enjeu majeur. Et on est rentré, si vous me permettez, dans le money time, parce qu'il faut arrêter de discuter et très sincèrement, il faut arrêter de laisser le débat public accaparer par ce que j'appelle les anti-tout, des gens qui sont contre tout. Voilà. Ouais. Il faut que l'industrie... Pour certains, c'est un gros mot, hein, la croissance, la réindustrialisation, etc. Oui, alors il faut s'entendre au MEDEF, hein, donc ça vaut pour moi, ça vaut pour tous nos élus, tous nos adhérents. On n'est pas aveugle, on n'est pas sourd. Hein. D'ailleurs, nous sommes des citoyens avant d'être des chefs d'entreprise. Hein. Et donc, on est parfaitement conscient, et si on ne l'était pas, nos propres enfants nous mettraient l'épée dans les reins. On est parfaitement conscient qu'il faut faire muter profondément nos modèles économiques. Il ne s'agit en aucun cas de défendre des modèles économiques qui sont dangereux pour l'avenir de la planète et qui sont de toute façon dépassés. Donc le débat n'est pas celui-là. Nous, on est convaincus qu'il faut être responsable. Dans mon discours d'ouverture de notre rencontre des entreprises de France, il y a maintenant 8 jours, je l'ai redit, le MEDEF est complètement déterminé à tenir la trajectoire de décarbonation d'ici 2050 et complètement aligné sur les objectifs des accords de Paris. Une fois qu'on a dit ça, eh bien finalement, il ne faut pas opposer croissance et environnement, il faut au contraire réconcilier croissance et environnement. Certains disent que c'est incompatible, mais oui, mais la croissance, on ne va pas y arriver, notamment les jeunes hein, qui disent mais on fait comment concrètement? C'est bien de ça dont je veux parler. Quand je disais qu'il y a une sensibilité émergente, elle est singulièrement forte chez les jeunes diplômés urbains ou métropolitains. Il faut entendre ces gens-là qui, je leur dis, sont souvent nos enfants. Hein. Et donc nous, on a un impératif de rationalité. J'insiste là-dessus, mais au risque d'être démenti par l'assistance ou certains membres de l'assistance, si nous n'avons pas de croissance, nous ne pourrons jamais financer les 40 milliards d'euros supplémentaires que les entreprises devront engager annuellement pour tenir la trajectoire de décarbonation. Ces 40 milliards d'euros ne vont pas tomber du ciel. Il n'a échappé à personne qui ne viendrait pas de l'État, compte tenu si j'ose dire, du délabrement des finances publiques. Donc c'est l'entreprise qui doit générer ça. Notre modèle social français est essentiellement fondé sur la répartition. Si on ne crée pas de l'emploi, si on ne distribue pas du pouvoir d'achat à travers les salaires, on ne peut pas équilibrer nos régimes sociaux. Et d'ailleurs, on le voit de manière vertueuse et positive ces derniers temps. Nos régimes sociaux, je pense à l'assurance chômage en particulier, se rééquilibrent et vont même probablement dégager des excédents. Pourquoi ? Parce qu'on a créé des emplois, les entreprises ont créé des emplois et ont revalorisé les salaires. Donc si on ne crée pas d'emplois par la croissance, le modèle social français s'effondre, et ainsi de suite. Donc voilà, là où dans le débat public, on a laissé s'installer cette thèse que la croissance était l'ennemi de l'environnement, nous, c'est notre responsabilité, c'est aussi notre intérêt, j'ose le dire, hein, de démontrer que non, c'est l'inverse. Mais est-ce que tous les secteurs sont aussi vertueux ? On ne fera pas la transition climatique avec les pétroliers. C'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et il flirte avec le désastre climatique. C'est l'ONU qui dit ça. Vous, qu'est-ce que vous dites qui avait le PDG de Total Energy comme adhérent, par exemple ? De qui j'ai parlé et à qui j'ai parlé encore hier. Écoutez, dans la vie, je pense qu'il y a au moins deux catégories de personnes. Il y a des analystes, il y a des commentateurs. Heureusement qu'on a des analystes et des commentateurs. Et puis il y a des acteurs. Là, c'est l'ONU, hein, l'analyste. Voilà, l'ONU, pour qui on a beaucoup de respect et qui d'ailleurs a perdu de son influence et c'est malencontreux. L'ONU n'est pas un acteur à proprement parler. Nous, entrepreneurs, par définition, nous sommes des acteurs. Et donc, on a un impératif de pragmatisme. Quand j'entends ce que vous rapportez sur les pétroliers, c'est vrai, c'est faux, so what ? Qui va agir ? Qui a les clés ? Moi, j'observe que les pétroliers, en tout cas Total, sont parmi les plus importants investisseurs au monde sur les énergies renouvelables. Et d'où vient cet argent ? Cet argent vient des revenus qu'ils ont à ce jour dans le pétrolier. C'est un premier point qu'il faut quand même avoir en tête. À nouveau, il y a un impératif de cohérence. Taper du pied, sauter sur sa chaise en disant « faut décarboner », oui, mais comment ? Et je fais un deuxième commentaire, pardon d'être un peu long. Il y a un sujet d'acceptabilité. En l'état,
en l'état, l'économie française, les ménages, les entreprises, les collectivités, ont à 75% une ressource énergétique par les hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Donc, si j'écoute l'ONU, mais je caricature, c'est évidemment pas aussi raide de la part de l'ONU, on arrête demain matin les hydrocarbures. Ça veut dire quoi? C'est ce que disent certains climatologues. Hein. Si on veut respecter les accords de Paris, il faut arrêter maintenant. Non, c'est nier ce que l'innovation tous les jours nous apporte et qui me rend très optimiste quant à la tenue de la trajectoire de décarbonation. Mais donc, on arrête demain matin nos approvisionnements en pétrole et en hydrocarbures. On se prive de 75% de nos ressources énergétiques. Je rappelle un épisode qu'on a tous vécu cruellement, qui était celui des Gilets jaunes. Il y a un sujet d'acceptabilité par la population. Alors quand vous êtes dans une métropole, que vous vous déplacez en trottinette ou en vélo, que vous avez des transports en commun, et il faut développer les modes de transport dits doux, les transports en commun, etc., à la limite, vous vous en accommodez. Quand vous avez de l'argent pour isoler votre logement, séance tenante, vous vous en accommodez. Quand vous avez de l'argent pour acheter une voiture électrique dont le bilan carbone est sujet à caution à ce jour, il n'y a pas de problème. Quand vous habitez en province, que vous devez faire 20 km, il y a 75% des salariés qui utilisent une voiture, pas pour le plaisir d'utiliser une voiture dans l'immense majorité des cas, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser une voiture. Eh bien, si vous accélérez les choses et que vous prenez des décisions brutales, vous cabrez séance tenante, y compris des ménages et des entrepreneurs qui sont viscéralement convaincus qu'il faut tenir la trajectoire environnementale. Comment vous la financez, cette trajectoire environnementale? Vous demandez à l'État d'aller plus loin, à l'Europe? On avait le directeur général de la BEI à l'instant. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Pour les seules entreprises, 40 milliards d'euros d'investissement supplémentaires chaque année, avec bien sûr des montants qui ne sont pas du tout les mêmes selon les secteurs d'activité. C'est moins vrai dans les services, c'est beaucoup plus vrai dans l'industrie, dans le bâtiment. Il y a deux options. Il y a celle qui a été défendue notamment dans un récent rapport de M. Pisani, disant qu'il faut taxer plus pour que l'État injecte de l'argent et finance donc la transition. Et puis il y a l'approche que l'on défend en responsabilité et avec confiance, qui est au contraire de dire qu'il faut laisser aux entreprises d'abord de la liberté, non pas dans le suivi de la trajectoire, mais dans les moyens d'atteindre la trajectoire. Je vous donnerai un exemple si j'ai le temps et si vous le souhaitez, mais surtout de dégager les marges financières qui leur permettront d'embaucher, d'augmenter les salaires, etc., et en même temps de financer leur décarbonation. Voilà, c'est assez simple, encore faut-il le dire. Oui. Il faut changer de logiciel, tout le monde en a conscience, on ne peut pas faire autrement. Certains disent, il y a 10 ans, c'était la révolution numérique, maintenant c'est la révolution climatique. Bon, ben, c'est comme ça. Est-ce que c'est encore, c'est un peu le cœur du problème, compatible avec l'économie de marché, et puis avec même, vous avez cité les gilets jaunes, etc., les libertés individuelles? C'est un vrai sujet, et la liberté de déplacement est dans la charte européenne. Donc on touche même à des enjeux juridiques de très très haut niveau. Nous, ce que l'on défend, et ça n'est pas une attitude défensive, ça n'est pas pour échapper au débat, ce que l'on défend, c'est déjà la neutralité technologique. Je cite un exemple. Quand vous regardez les volte-face, les errements, les tergiversations au niveau de l'Europe singulièrement sur la motorisation des véhicules, c'est complètement déstabilisé. 2035, on arrête le thermique. Le moteur thermique. Et pourquoi pas? Mais en attendant... Les constructeurs l'ont intégré maintenant. Les constructeurs l'ont intégré. Les Chinois aussi d'ailleurs. Oui, mais il faut bien voir... Et les Chinois en profitent très largement. Donc il faut bien voir les effets de bord que ça peut avoir sur notre industrie, sur nos emplois, sur nos territoires. Mais il faut qu'on ait ce principe de neutralité technologique. Ça n'est pas aux législateurs français, européens, de définir dans les moindres détails les réglementations techniques qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs. Nous, on est prêts. Mais attendez, s'il n'y avait pas eu les normes européennes, par exemple, est-ce que vous pensez vraiment que les constructeurs auraient réduit d'eux-mêmes les émissions d'autant et qu'on respirerait un peu mieux dans les villes? Mais oui, dans le cadre d'un engagement de résultats. Il y a des constructeurs automobiles qui sont complètement déstabilisés, et disons les choses, en moyenne des cas, les constructeurs européens sont très déstabilisés parce que les Chinois ayant pris une longueur d'avance sur la motorisation électrique, ils sont en train, on le voit dans leur part de marché, ils sont en train de mettre la main sur le marché européen de l'automobile, alors que c'est une industrie d'excellence. Enfin, sauf erreur de ma part, il y a une usine Stellantis à Rennes, donc ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc il y a cet enjeu de neutralité technologique. Il en va de même sur l'énergie.
C'est incroyable de voir les législateurs décider à la place des opérateurs, qui sont quand même les plus compétents, mais au pouillème près, combien il nous faudra de biogaz ou pas, combien il nous faudra de nucléaire ou pas, et la qualification en vert ou pas de l'énergie nucléaire. Enfin, c'est lunaire. Et en attendant, ça a toujours été comme ça en France, j'allais vous dire. Le plan nucléaire, c'est De Gaulle, c'est Pompidou, c'est Giscard. Non, mais on ne va pas réécrire l'histoire, je ne suis en aucun cas nostalgique. Enfin, il y a d'autres époques où les décisions se prenaient plus vite, à tort ou à raison, hein, sur les autoroutes, sur les lignes aériennes, sur l'énergie. Actuellement, tout donne lieu à des débats sans fin et on prend du retard. Je voudrais simplement citer un chiffre. Les Américains ont donc lancé leur programme IRA, Inflation Reduction Act, auquel initialement ils devaient consacrer 370 milliards de dollars. Eh bien, d'ores et déjà, on sait qu'ils vont y consacrer 660 milliards de dollars pour redévelopper leur industrie, pour verdir leur économie et leur pays d'une manière générale, pour attirer des investissements internationaux. Et nous, pendant ce temps, on se cherche des poux dans la tête sur des enjeux assez mineurs. On est dans une phase de grande transition. Si on n'a pas les idées claires, si on ne fait pas confiance aux acteurs privés, aux entreprises au premier chef, et si on n'ouvre pas les vannes, si on ne lâche pas les chiens pour avancer très vite, nous-mêmes, on veut avancer très vite. Et je finis là-dessus. Il y a un côté très inquiétant, très anxiogène dans cette grande transition. Il y a beaucoup de nos entreprises, de nos industries singulièrement, qui sont menacées par de nouvelles réglementations ou tout simplement parce que leur modèle repose sur une consommation d'énergie très élevée. Mais en contrepartie, il y a des opportunités extraordinaires dans le transport, dans l'énergie elle-même, dans le recyclage, dans l'environnement d'une manière générale. Et on voit à travers la France des investissements pour certains absolument colossaux qui sont en train de se mettre en œuvre. Et donc c'est autant d'opportunités d'emploi. Encore faut-il qu'on trouve des terrains, que les procédures d'instruction des dossiers d'implantation soient accélérées, ça va être le cas, et surtout qu'on trouve les compétences. Donc nous, on a une responsabilité éminente, nous entrepreneurs, en tant que praticiens, parce qu'il y a beaucoup de cette transition qui va reposer sur nos épaules. On est prête à la mener. Vous êtes d'ailleurs assez sévère pour les politiques en général, en disant ils discutent à l'Assemblée, je vous ai lu à l'AFP en juillet, ils discutent à l'Assemblée de sujets qui n'intéressent pas les Français. C'est un jugement sévère pour un patron du MEDEF. Alors, bon, il faut se garder des généralités, hein, mais d'abord, je distingue les élus nationaux et les élus locaux. J'observe d'ailleurs que selon qu'ils sont dans leur circonscription ou à Paris, certains parlementaires n'ont pas exactement le même discours. Non, ce que je voulais pointer du doigt surtout, c'est une forme, de mon point de vue, hein, c'est une forme de dégradation de la qualité du débat public, d'outrance, de posture très excessive qui nuisent, je pense, à la qualité des travaux et à la fin à la qualité des décisions que prend le législateur. Et nous, on observe tout ça avec une forme de dépit, une forme d'inquiétude. Et quand je dis nous, les entrepreneurs, mais je pense que les citoyens eux-mêmes, et que ça n'est pas neutre dans une forme de désaffection, de désintérêt des électeurs, tout simplement, pour les élections. Et c'est très grave du point de vue démocratique, et c'est très grave au regard de la pertinence des décisions qui sont prises. On ne peut pas laisser les décisions entre les seules mains de personnes qui sont doctrinaires, de tous bords hein, d'ailleurs, et puis qui ont beaucoup de mal à se mettre d'accord entre elles. Toute question politique mise à part, un gouvernement sans majorité, ça ne vous arrange pas ? Alors, bon, on est entre nous, bien sûr. J'allais dire, premier temps de la manœuvre, on s'est dit, ça nous arrange. Ça nous arrange parce que les partenaires sociaux, d'une manière générale, les entrepreneurs, le MEDEF, finalement, vont peser plus lourd dans le débat public. Et puis, non, en réalité, c'est pas ce qui se passe. Et on voit bien que, a fortiori à l'approche d'élections européennes, et puis dans la perspective d'élections présidentielles, les débats, les prises de position sont un peu biaisés par des approches purement politiques qui ont lieu d'être, hein, c'est la démocratie, mais qui parfois nuisent un petit peu à la clarté des débats et à la rapidité des décisions. Ouais. Vous êtes aussi un peu critique vis-à-vis du gouvernement sur l'imposition et notamment la CVAE. Dans son calendrier, le gouvernement, dans un premier temps, c'est un impôt sur la production, avait dit on va le supprimer. Et puis il ne le supprime pas tant que ça. Vous aimeriez y voir un peu plus clair là-dessus ? Non, alors, comment dire, sous la double influence d'une part de l'état des finances publiques, que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis
du match retour en quelque sorte de la réforme des retraites, on craint que le gouvernement freine, voire stoppe la politique dite de l'offre qui a pourtant donné des résultats extraordinaires en termes de réindustrialisation, d'attractivité de la France, de création d'emplois. Et effectivement, il y a, à cette époque de l'année, c'est normal, il y a la perspective du vote du budget, du projet de loi de finances de la sécurité sociale. On voit que le gouvernement est hésitant sur un certain nombre de décisions pro-entreprise, pro-business, pro-économie. Et donc, c'est de notre responsabilité de pointer du doigt les zones de risque, typiquement sur le rythme de suppression de la CVAE, mais on a un autre enjeu qui est beaucoup plus important encore, qui est celui de l'usage des excédents de l'UNEDIC. CVAE, on parle de 4 milliards. On a eu un engagement très ferme de la Première ministre et du ministre des Finances la semaine dernière dans le cadre de notre REF. Cette suppression interviendra. Enfin, il avait été voté qu'elle interviendrait définitivement. Enfin, elle se solderait dès 2024. Ça ne sera manifestement pas le cas. C'est très préoccupant. Mais sur l'UNEDIC, qui doit dégager, parce que nos entreprises ont créé des emplois, parce qu'elles ont augmenté les salaires, l'UNEDIC devrait donc dégager des excédents. Le fait que ces excédents soient essentiellement captés par l'État, alors que la bonne solution serait qu'au moins pour partie, ils soient consacrés au désendettement de l'UNEDIC et pour une autre partie à la baisse de la cotisation chômage des entreprises parce qu'on a encore un enjeu de compétitivité salariale, ben ça me paraîtrait quand même très normal. Le débat n'est pas fini. Plus globalement, il nous reste quelques secondes, minutes, comment se porte selon vous l'économie française? Les chiffres de la croissance étaient un peu meilleurs que prévu, selon l'INSEE. Ils ont été meilleurs que prévu, sensiblement meilleurs que prévu d'ailleurs au deuxième trimestre, avec un plus 0,5 de croissance. Tracté et tant mieux par les exportations, dans l'aéronautique, dans la construction navale singulièrement. Mais pour dire les choses, on est sur un point de bascule, il faut y être très attentif. On est rentré dans une période au mieux de stagnation et probablement de légère récession. Ça, c'est la donnée macroéconomique. Après, quand on regarde secteur d'activité par secteur d'activité, il y a un cas critique qui est celui du bâtiment, mais vraiment critique. Et je ne voudrais pas que mon propos soit perçu uniquement comme corporatiste. Je veux dire par là que, évidemment, les professionnels du bâtiment, toute la filière sont des adhérents du MEDEF qu'on se doit de défendre. On parle de quoi? On parle de 8% du PIB français. On parle de plus de 10% de l'emploi en France, si on appréhende l'ensemble de la filière bâtiment. Si cette filière, et c'est parti pour, parce qu'on ne construit pas assez, et singulièrement pas assez de logements avec des vrais problèmes économiques, mais également des problèmes de mobilité professionnelle, des problèmes de pouvoir d'achat, si la filière bâtiment voit son activité baisser de 10%, c'est de l'arithmétique primaire, 8% du PIB en baisse de 10%, ça veut dire que la croissance française globalement baissera de 0,8%. Et on ne comprend pas pourquoi au plus haut niveau de l'État, il y a une forme de déni s'agissant de cette situation du marché du logement, qui à tous égards, je viens de le dire, est un enjeu majeur, pas que pour les entreprises de la filière. Dernière question, la rentrée sociale, on va vers un certain apaisement. C'est ce que vous disiez en juillet. Vous en êtes toujours persuadé ? Il faut toujours être prudent en la matière. Non, ce que j'ai voulu signaler par là, c'est que là aussi, sous votre contrôle, en tout cas celui des entrepreneurs et le cas échéant des représentants de salariés ici présents, il y a très peu de conflictualité dans les entreprises privées à ce jour. D'ailleurs, il y en a eu assez peu dans le cadre de la réforme des retraites. Que par ailleurs, les entreprises privées ont fait le job en matière de revalorisation salariale. Il y a 3 études qui viennent de tomber. La dernière signifie que pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, sur l'année 2023, entre les augmentations de salaire de base et les primes, sans même prendre en compte les primes de partage de la valeur ou l'intéressement, il y a une augmentation moyenne de 7%. Alors, poussé par l'augmentation du SMIC, mais pas que. Donc on a été au rendez-vous de ce point de vue. Et puis au-delà de ça, je crois, et je l'ai vérifié encore hier en discutant avec tel ou tel de mes homologues à la tête d'organisations syndicales, on a tous conscience que le pays est assez inflammable, qu'il y a des risques de fracturation et qu'on a une responsabilité, tous, organisations patronales, organisations syndicales, au même titre que les élus politiques, on a une responsabilité éminente qui est, sans renier nos convictions, de contribuer à ce que le pays s'apaise. Dans le message qu'il nous a adressé en ouverture de notre toujours rencontre des entrepreneurs de France, le président de la République a parlé d'unité. Alors si le gouvernement lui-même peut contribuer à l'unité, c'est encore mieux. Je finis juste là-dessus.
Pourquoi je disais que je me dois d'être prudent, et on se doit d'être prudent. Bon, il y a eu cette annonce nuitamment la semaine dernière à l'issue de la longue réunion qui s'est tenue à Saint-Denis, annonçant l'ouverture d'une conférence sociale. Bon, écoutez, on a des négociations en cours dans les entreprises, dans les branches, au niveau interprofessionnel, et cet objet volant non identifié vient un peu nous percuter. Je ne voudrais pas que ça ouvre une espèce de boîte de Pandore, parce que oui, il y a des enjeux de pouvoir d'achat pour nos salariés, mais les entreprises sont confrontées à une concurrence internationale qui s'intensifie tous les jours. J'ai cité les États-Unis, j'aurais pu parler de l'Allemagne. L'Allemagne vient de décider de 32 milliards d'euros d'aide supplémentaire pour ces entreprises. Donc la France n'est pas un monde à part. On a beaucoup d'entreprises qui sont exposées à cette concurrence internationale. Et donc il faut qu'on soit très attentif à répondre finalement à ces deux exigences d'accompagnement de nos salariés, d'attractivité de nos entreprises, mais dans le même temps de compétition internationale. Moi, je pense qu'on va se comprendre avec les syndicats, même si c'est dans l'ordre des choses, il y aura quelques frictions. Merci beaucoup, Patrick Martin, qu'on peut applaudir, nouveau président du MEDEF, d'être venu ce matin au Palais du Grand Large, ici à Saint-Malo, pour ce forum économique breton. Merci beaucoup.